9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Tillabéri, c'est au Niger. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition d'information de Mali Actualité. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous allons parler de célébration. Le 31 août est célébrée la journée africaine de la médecine traditionnelle, occasion pour l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle de faire ressortir la dimension culturelle de la médecine traditionnelle malienne. L'exécution du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire continue. Après Tombouctou et Gao, c'est au tour des régions de Mopti, Douanzan et Badjangara de recevoir une importante quantité de vivres pour soulager les populations en cette période de soudure. Nous parlerons aussi de 5 ans d'action pour la préservation de l'environnement. Le bilan de la transition dans ce domaine est revu dans ce journal avec Mamadou Fane. Plusieurs initiatives ont été prises dans ce sens, comme la restauration des terres dégradées ou encore la mise en terre de plus d'1 million de plants pour renforcer le couvert végétal. Le renforcement du couvert végétal est également au cœur de l'actualité AIS avec la mise en terre de 500 plants dans le sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma, deuxième poumon vert de Ouagadougou. Une initiative de la famille francisienne du Burkina Faso dans le cadre du jubilé des 800 ans du cantique des créateurs de Saint-François d'Assise. Et à Bangoula, dans la région de Tillabéri au Niger, 882 logements sociaux destinés aux agents de la garde nationale sont en construction. Le chantier a reçu la visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans l'actualité internationale, en Guinée s'ouvre aujourd'hui la campagne sur le référendum constitutionnel. Au Nigeria, l'impact des coupes budgétaires de l'USAID se fait sentir sur l'éducation. Et au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies va construire une nouvelle base temporaire dans la région de Tamboura. En sport, football, les demi-finalistes de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta seront connus cet après-midi sur le continent. Le Maroc a remporté son 3e titre au championnat d'Afrique des Nations CHAN. Et Afrobasket, chez les moins de 16 ans, filles et garçons, les sélections du Mali sont arrivées au Rwanda où se déroulera la compétition. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Pharmacopée et médecine traditionnelle, notre culture, notre santé, notre futur. C'est le thème national de la journée africaine de la médecine traditionnelle célébrée chaque année le 31 août. Un thème inspiré de l'année de la culture, placé sous les signes de l'année 2025, placé sous les signes de la culture. À cette occasion, l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle a tenu hier une conférence débat. C'était sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La précision avec Tchamoko Konati. On a 14 produits homologués, mais il y a 7 qui sont sur la liste des médicaments essentiels, dont les AMM ont été plus activés et qui sont encore produits au niveau de notre institut en production expérimentale. Une avancée significative en matière de médecine traditionnelle au Mali, selon la directrice générale de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Il s'agit pour le professeur Orokia Sanogo de consolider cet acquis en renforçant ce qu'il est convenu d'appeler les bases factuelles de la médecine traditionnelle. Quand on parle de bases factuelles, c'est les données de sécurité, c'est les données d'efficacité, c'est les données de qualité, c'est faire en sorte qu'on exploite le potentiel de ce riche patrimoine culturel pour apporter la santé publique. Dans ce sens, la structure développe des mécanismes et des stratégies comme la diversification des partenaires au rang desquels la Chine, qui est reconnue pour ses merveilles dans le domaine. Ces initiatives en cours, souligne notre interlocutrice, reposent sur les textes régissant le secteur. Professeur Orokia Sanogo, directrice générale de l'Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Au Mali, il existe une seule réglementation pharmaceutique. Le médicament est vendu au niveau des professionnels du médicament. J'ai nommé les pharmaciens. Et nous qui sommes ici, en majorité, nous sommes des pharmaciens dans la recherche. Et sur toute la chaîne de valeur, c'est la profession pharmaceutique. Cette journée africaine de la médecine traditionnelle a pour thème national pharmacopée et médecine traditionnelle, notre culture, notre santé, notre futur. Un thème en adéquation avec cette année 2025 placée sous les signes de la culture.
Professeur Bourema Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Depuis que l'homme malien existe, il s'est soigné à partir de la connaissance de sa culture. Il est à la recherche des plantes, des herbes, et il est aussi doté de la grande capacité du verbe, ce que nous appelons les incantations, qui sont un plus de cette pharmacopée factuelle. Pour rappel, la journée africaine de la médecine traditionnelle a été instituée en 2003 par l'Union africaine et soutenue par l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a procédé au déclenchement de l'assistance pendant la période de soudure aux populations vulnérables des régions de Mopti, Douanzan et Badjangara. Redouane Ag Mohamed Ali a remis à chacune des régions bénéficiaires une quantité importante de vivres. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Les précisions depuis Mopti de Boubacar Sankari. 4863 tonnes de vivres mobilisés pour assister 25 800 ménages vulnérables des régions de Mopti, Banyangara et Douanza. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a mis à la disposition des gouverneurs des régions bénéficiaires leurs dotations. Cette opération fait suite au lancement par le président de la transition du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire édition 2025. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Il s'agit d'une assistance ponctuelle sur la période de soudure qui surtout doit aider les producteurs à aller sur les champs pour cultiver sereinement et produire par eux-mêmes. Les gouverneurs des régions sont pleinement responsabilisés pour suivre la mise en œuvre de ce processus-là dans la transparence et de façon à ce que les aides parviennent effectivement aux personnes auxquelles elles sont destinées. Les gouverneurs qui vont ordonner la distribution de ces vivres sur le terrain se réjouissent naturellement de cet élan de solidarité des plus hautes autorités du pays à l'endroit des populations vulnérables. Agali Inamoudou Yatara, gouverneur de Douanza. J'avoue que cette dotation vient à point nommé dans la mesure où nous sommes en période de soudure. Et pour qui connaît la région de Douanza, en plus des inondations qui ont détruit les habitations, qui ont détruit aussi plusieurs hectares de champs, il y a eu aussi l'invasion des oiseaux granivores. Toutes choses qui font que la région de Douanza, les récoltes ont été très mauvaises. Quant aux céréales, elles seront distribuées aux bénéficiaires conformément aux directives de M. le commissaire à la sécurité alimentaire. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de Mopti. La population de Mopti et toute la région est satisfaite et se réjouit d'être retenue pour recevoir ce don-là. La région de Mopti sait apprécier la générosité et aussi l'engagement sans faille et constant du président de la transition pour réduire l'impact de la période de soudure sur les populations. En plus des régions bénéficiaires, les victimes et blessés des guerres ont aussi bénéficié des vivres. Mopti, Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. AES, actualité. À l'actualité AES, direction tout d'abord le Niger, dans la région de Tillabéri, précisément à Bangoula, où 882 logements sociaux destinés aux agents de la garde nationale sont en construction. Le chantier a reçu la visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il était accompagné du haut commandant de la garde nationale du Niger. Le point de cette visite avec l'Arabou Karimoun Abdul Nasser de la Voix du Sahel. Cette visite du ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat s'inscrit dans la volonté des autorités de s'assurer du bon déroulement des chantiers engagés dans le cadre du programme national de construction de logements sociaux visant à répondre aux besoins croissants en habitat décent pour les forces de défense et de sécurité. Un projet structurant pour les agents de la garde nationale du Niger, financé par la Banque de l'Habitat qui consiste à la réalisation de 882 unités d'habitation scindées en 3 phases sur un site aménagé pour accueillir à terme un quartier moderne doté d'infrastructures de base. Sur place, cette importante délégation a été édifiée sur l'avancement des travaux avant d'inspecter le 10 sites. À l'issue de la visite, le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, colonel Abdelkader Amadou Daouda, a salué la qualité des travaux en cours tout en insistant sur la nécessité de respecter les délais contractuels. Lors de nos précédentes visites, nous avons constaté une évolution des avancements des travaux, dont la plupart des travaux étaient relatifs à des ouvrages de maçonnerie. Aujourd'hui,
Il nous est favorable de constater que les travaux ont beaucoup évolué, avec notamment des ouvrages d'assainissement quasi achevés ou achevés en ce qui concerne certains bâtiments. Comme vous pouvez le constater, la cité a actuellement une configuration harmonieuse et structurée, donc c'est une très belle chose. Nous avons aussi noté un taux global d'exécution qui varie entre 90, 80 et 78%. En fonction des sites visités et en fonction des entreprises. Nous avons aussi profité de cette visite pour véhiculer en tout cas aux exécutants de continuer la finition des travaux tout en veillant sur le respect des normes et la qualité des travaux. Ainsi, cette initiative entre dans le cadre plus large du programme gouvernemental visant à construire des milliers de logements sociaux au bénéfice des fonctionnaires, des agents de sécurité et des couches vulnérables de la population. Et au Burkina Faso, le sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma, deuxième poumon vert de Ouagadougou, renforce son couvert végétal. La famille franciscaine du Burkina Faso, dans le cadre du jubilé des 800 ans du cantique des créatures de Saint-François d'Assise, a organisé une grande journée de reboisement. L'opération a permis de mettre en terre 500 plants de variétés locales. C'était en présence du ministre burkinabé de l'Environnement, de son homologue nigérien, deux représentants de la Ligue islamique pour la paix ainsi que des autorités coutumières et de nombreux fidèles. Le reportage de Sibiri Charles Simpore de Radio Burkina. Bénissez le Seigneur. Prières, discours, démonstrations de plantation d'arbres, moments de convivialité et de partage. C'est dans une ambiance empreinte de ferveur et d'engagement qu'a eu lieu ce samedi une grande journée de reboisement sur le site du sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. Considéré comme le deuxième poumon vert de la capitale après Bangroego, ce haut lieu de spiritualité renforce son couvert végétal grâce à 500 plants d'espèces locales, dont le caïcédra, une essence symbolique de résilience dans le contexte sahélien. Pour le cardinal émérite Philippe Ouedraogo, cette initiative va bien au-delà d'un simple geste symbolique. Dans le livre de la Genèse, Dieu a confié à Adam et Ève et à leurs successeurs la gestion de l'humanité, de la terre, etc. Donc c'est la mission des hommes et des femmes d'entretenir la nature et ce reboisement, c'est très significatif. Cette opération, la 5e du genre organisée par la famille franciscaine du Burkina Faso, s'inscrit dans le cadre du 800e anniversaire du Cantique des créatures de Saint-François d'Assise. Elle met en lumière l'engagement commun pour la sauvegarde de la planète, selon frère Joseph Katsondo. Nous avons voulu célébrer ce jubilé du Cantique des créatures pour marquer d'une pierre blanche notre présence aussi au Burkina Faso et pour faire un plaidoyer pour la protection de la créature en plantant les arbres et en demandant aux gens d'utiliser les sachets biodégradables. Pour Roger Barreau, ministre burkinabé de l'Environnement, cette action citoyenne est en parfaite cohérence avec les priorités du gouvernement. Déjà, quand vous venez à Yagma, c'est assez arboré. Ils ont quand même tenu à planter encore. Donc c'est pour dire à tous les Burkinabés qu'il y a toujours de l'espace pour mettre en terre un plan et puis l'entretenir. Parmi les personnalités présentes, on note la participation remarquée du ministre nigérien de l'eau et de l'environnement, le colonel Maïsama Abdoulaye, arrivé directement de l'aéroport sur le site de Yagma. Descendre de l'avion et aussitôt aller à un acte de bénédiction comme celui de planter un arbre, c'est vraiment porteur. Ce qui m'a vraiment le plus enchanté, c'est ce brassage-là entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Pour assurer la durabilité de l'opération, des mesures concrètes ont été prises selon l'abbé Jules Pascal Zabré, recteur du sanctuaire. Il s'agit de la protection des plants avec du grillage et la mobilisation de la communauté pour en assurer l'entretien régulier. Malais Actualité, il est 9h passé de 14 minutes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale juste après ce jingle. En Guinée, la campagne électorale pour le référendum constitutionnel du 21 septembre prochain s'ouvre aujourd'hui. Le contexte est assez tendu avec les principaux partis politiques suspendus. Un report du scrutin sollicité par le Forum des forces sociales de Guinée. Il s'agit d'une fêtière qui regroupe une quarantaine d'organisations qui jugent le processus mal préparé, clivant et répressif. Au Nigeria, l'impact des coupes budgétaires de l'USAID se fait sentir sur l'éducation. Le pays compte le
plus grand nombre d'enfants non scolarisés au monde, plus de 10 millions selon l'UNICEF, même si le gouvernement nigérien consacre entre 4 et 7% de son budget fédéral à l'éducation. C'est moins que la référence mondiale de 15 à 20% recommandée par l'UNESCO. L'impact du sous-financement est bien plus grave dans le nord-est où le conflit a détruit les infrastructures essentielles et où les familles sont préoccupées par leur survie. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a déclaré vendredi qu'elle construisait une nouvelle base temporaire dans la région de Tamboura au Soudan du Sud. La mission a déclaré que depuis 2021, lorsque les violences intercommunautaires récurrentes dans la région du Grand Tamboura se sont intensifiées, de nombreuses vies ont été perdues et des milliers de personnes ont fui leur foyer. Au Moyen-Orient, les armes continuent à imposer la loi du plus fort. Conséquence à Gaza, c'est l'exode massif alors qu'une offensive terrestre israélienne semble imminente. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne multiplie les bombardements, notamment à l'est de Gaza City et sur le camp de Jabalia, tout en ordonnant aux civils de quitter la zone. Les familles, souvent contraintes de rassembler à la hâte leurs maigres biens, cherchent désespérément un lieu sûr, mais les villes du sud comme Deir el-Bala ou Mouazi sont déjà saturées par les déplacés. Au Yémen, la situation n'est pas plus reluisante avec l'annonce de la mort du Premier ministre par les Houthis en cause des frappes israéliennes sur Sanaa, la capitale. Il s'agit du plus haut responsable connu tué dans de tels raids depuis le début de la guerre. Ça l'amène depuis des mois des frappes contre des cibles Houthis au Yémen en riposte aux tirs de missiles et de drones contre le territoire israélien. On termine par cette bonne nouvelle. Elle se passe de l'autre côté de l'Atlantique en Haïti. 8 personnes ont été libérées par des ravisseurs après environ 1 mois de détention. Parmi elles se trouve un enfant de 3 ans. L'information a été confirmée vendredi par les responsables et des proches des otages. Ces personnes avaient été enlevées à la suite d'une attaque perpétrée par des hommes armés contre un orphelinat. Je vais y arriver. Retour à l'actualité nationale. Depuis le début de la transition, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a enregistré de nombreuses réalisations, des réalisations en droite ligne avec les politiques nationales de l'environnement et de l'assainissement. Elles s'articulent autour de 5 axes structurés en 18 objectifs couvrant tous les domaines relevant du dit département. En 5 ans, il a été engagé une lutte contre la dégradation des terres, la protection du fleuve Niger, la lutte contre le dragage des cours d'eau et le curage des kilomètres de caniveaux sur l'ensemble du territoire. Le ministère a aussi procédé à la mise en terre de plus d'1 million de plans. Beaucoup d'autres réformes ont été adoptées afin de permettre aux services techniques du ministère d'exécuter leur mission. Des acquis qui ont permis aujourd'hui d'améliorer le cadre de vie des populations. Les précisions avec Mamadou Fani. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable prépare et met en œuvre les politiques nationales dans les domaines de l'environnement et de l'assainissement sous la supervision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il veille à la prise en compte des questions de développement durable. Ces 5 dernières années, le département s'active à mettre en œuvre les politiques sectorielles qui sont au nombre de 5 structurées autour de 15 objectifs. Ces 5 politiques sont la politique nationale forestière, la politique d'assainissement, celle en matière de changement climatique, des zones humides et de la politique de protection de l'environnement. Dans le cadre de la sauvegarde du fleuve Niger, on peut citer entre autres acquis la mise en œuvre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger, la préparation du projet de restauration des terres dégradées et sa mise en œuvre, la réalisation d'une 60aine de missions de constatation et de surveillance dans le cadre des agressions subies par le fleuve Niger avec déguerpissement de dragueurs, saisie d'équipements et arrêt des travaux illicites de construction ou d'aménagement selon les cas. S'agissant de la conservation des eaux et des sols au niveau de la Direction générale des eaux et forêts, on peut retenir entre autres l'érection de la Direction nationale des eaux et forêts en Direction générale des eaux et forêts avec démembrement, le reboisement de plus de 80 000 hectares de plantations, la production de plus de 78 millions de plants
la récupération de plus d'1 million de terres, le renforcement de la gestion des ressources forestières à travers l'adoption de plusieurs lois, le recrutement massif de 290 agents des eaux et forêts composés d'ingénieurs, de techniciens et agents techniques. 70 sous-projets communautaires en matière de gestion durable des terres et de l'eau sont en cours de réalisation sur une superficie de plus de 2000 hectares avec plus de 53 000 bénéficiaires, dont plus de 28 000 femmes. Quant au contrôle des pollutions et des nuisances en matière de gestion des risques d'inondation et des maladies d'origine hydrique, le curage de 710 km de collecteurs, l'évacuation de plus de 2 millions de mètres cubes de déblais de curage, d'études techniques et environnementales des travaux d'aménagement des collecteurs de Tienkolé en commune 1 et Wewanko en commune 4 du district de Bamako sur financement de la KfW. Dans le cadre des changements climatiques et le développement durable, des résultats satisfaisants ont été obtenus, notamment l'organisation régulière de la quinzaine de l'environnement, un grand rendez-vous national de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, la finalisation de la stratégie nationale de financement de l'environnement adoptée par le Conseil national de l'environnement et validée en réunion interministérielle en 2021, le lancement du processus de révision de la contribution déterminée, le financement de 17 projets locaux par le Fonds Climat Mali pour un montant de plus de 7 milliards de francs CFA couvrant 17 cercles et 113 communes. Tous ces acquis réalisés sont à mettre à l'actif du département de l'environnement sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Sport, football, Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, les demi-finalistes seront connus cet après-midi à l'issue des dernières rencontres de la phase de poule. Mopti et Tombouctou sont déjà qualifiés pour le dernier carré de la compétition. Sur le continent, le Maroc a remporté son 3e titre au championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les Lions de la classe du Maroc ont battu les Barrières de Madagascar par 3 buts à 2 en finale disputée hier au Kenya. Afrobasket chez les moins de 16 ans, filles et garçons, les sélections du Mali sont arrivées au Rwanda où se déroulera la compétition du 2 au 14 septembre 2025. Les détails avec Famrou Djourti. Basketball, les équipes nationales du Mali chez les moins de 16 ans sont déjà au Rwanda dans le cadre de l'Afrobasket U16 2025. Anciennement connu sous le nom de championnat d'Afrique U16 de la FIBA, ce tournoi est une compétition internationale de basketball biennale pour les jeunes. Il est organisé par la FIBA Afrique et oppose les équipes nationales masculines et féminines de moins de 16 ans. La première édition de ce championnat a eu lieu en 2009 à Maputo au Mozambique. Les sélections nationales maliennes U16 ont atterri ce 30 août à Kigali au Rwanda où elles prendront part à la compétition. Cette année, l'événement aura lieu du 2 au 14 septembre 2025 à Kigali. Il est à noter que le Mali est une nation très respectée dans cette catégorie, aussi bien chez les garçons que chez les filles. En parlant toujours de basketball, l'international malien Aliou Fadiala Diarra est un nouveau joueur du club italien Virtus Bologna. L'information a été annoncée par le club ce samedi 30 août sur ses différents canaux de communication. En provenance du Rwanda, l'Afrobasket 2025 qui s'est déroulé en Angola fut incontestablement une aubaine pour l'international malien Aliou Fadiala Diarra. Il a pu montrer son talent avec notamment le titre de meilleur rebondeur et en figurant parmi les 5 majeurs de la compétition. Football à présent, le Maroc remporte le CHAN 2024 face à Madagascar. Les Lions de l'Atlas ajoutent ainsi une nouvelle étoile à leur palmarès. Bien que le Maroc domine les débats dès le coup d'envoi, ce sont les Malgaches qui surprennent en ouvrant le score à la 9e minute. Sans paniquer, les Lions de l'Atlas réagissent rapidement et égalisent à la 27e minute. Le Maroc, loin de se contenter de ce score, prend même les devants peu avant la pause à la 44e minute, 2-1 à la mi-temps. Malgré ce retournement de situation, Madagascar n'abdique pas. Les Barrières parviennent à égaliser à la 68e minute. Mais l'expérience marocaine dans cette compétition se fait sentir. Les Lions, maîtres du ballon et présents dans toutes les phases de jeu, finissent par prendre l'avantage à la 80e minute. Oussama Lamlaoui inscrit son doublé et donne définitivement la victoire au Maroc 3-2, score final. Le Maroc décroche un nouveau titre au championnat d'Afrique des Nations, CHAN, confirmant sa suprématie sur le continent africain. Les Lions de l'Atlas détiennent désormais seul le record des titres au CHAN,
3 trophées en 9 éditions. Super Coupe Régionale d'Armée Assimi Goïta, après Mopti dans la poule A, Tombouctou dans la poule B. Les 2 derniers qualifiés pour les demi-finales seront connus cet après-midi à l'issue des rencontres Kita CNT et Menaka Bamako. Les 2 matchs se jouent au stade Mamadou Konaté, respectivement à 16h et 18h. Au stade Wanzen Koulibaly, Douanza contre Bougouni à 16h et Koutiala face à Nyoro à 18h ne seront que formalités. Les 4 sélections n'ayant aucune chance de qualification, quels que soient les résultats. Ce samedi, Tombouctou a réalisé un sans faute en remportant son 5e match en 5 sorties. La sélection de la cité des 333 Saints a dominé l'équipe du gouvernement par 2-0. Sikasso a pris le meilleur sur Kai 4-3 au tir au but. Le score était d'un but partout au terme du temps réglementaire. Ségou s'est imposé 3-0 face à Taoudeni. Focus Santé. Dans Focus Santé en rediffusion, la rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'hépatite. Cette infection virale se transmet par plusieurs voies. Au Mali, les formes les plus enregistrées sont B et C. Le diagnostic de cette maladie contagieuse est basé sur l'analyse sanguine. Plus de détails sur cette maladie virale avec Okumba Sissi. L'hépatite ou maladie du foie apparaît de façon silencieuse et affecte beaucoup de personnes au Mali. Il existe plusieurs formes. Professeur Ganda Soumaré, hépato-gastro-entérologue au CHU du Point G. Il y a l'hépatite A, B, C, D et E. En dehors des problèmes gastriques, en termes de fréquence, 8 malades sur 10 en gastro viennent consulter pour porteurs d'antigènes HBS positifs. Très généralement, c'est une maladie silencieuse. Mais souvent, lorsque la maladie apparaît, ça peut se manifester par une fatigue intense. C'est des patients qui vont avoir les yeux jaunes, les urines foncées. Ils peuvent avoir des courbatures, des petites douleurs abdominales de temps en temps et souvent des démangeaisons qu'on appelle prurites. Maladie contagieuse, elle se transmet par plusieurs voies. Professeur Ganda Soumaré. Il faut savoir que le virus B est présent dans tous les liquides biologiques des sujets infectés, principalement dans le sang, dans le sperme, dans les sécrétions vaginales et à un moindre degré dans la salive et dans le lait. Il y a d'abord la transmission de la mère à l'enfant. Ensuite, il y a la transmission sexuelle. Ensuite, il y a la transmission par contact direct avec le sang ou des dérivés sanguins contaminés, et surtout liés aux techniques médicales souvent, telles que la transfusion sanguine, la chirurgie chez les hémodialysés dans le cadre des acupunctures. Et dans certains cas aussi chez les toxicomanes. Dans des rares cas, la transmission peut être intrafamiliale à travers les objets qu'on peut partager tels que les broches à dents ou les rasoirs. Mais d'après les 30% des cas, les modes de contamination restent inconnus. Seul le bilan sanguin volontaire permet de détecter l'hépatite tôt. Et le plus répandu au Mali est la forme B suivie de C. On recherche l'antigène HBS chez tout le monde. La présence de l'antigène HBS ne signifie pas que la personne est malade. La personne est juste porteur de l'enveloppe du virus. Souvent, on n'a même pas besoin de traitement, on n'a pas besoin d'être affolé parce qu'il y a des porteurs, comme on dit, porteurs sains. Il y a des personnes qui portent l'antigène HBS toute la vie. Le virus ne réagit pas. Mais il serait mieux quand même de rechercher les anticorps, notamment l'anticorps de contact qui est l'IgG, l'anticorps anti-HBC totaux et l'anticorps anti-HBS. Parce que très souvent aussi, beaucoup de personnes rentrent en contact avec le virus et la personne élimine le virus. Donc, ça, c'est des cas fréquents. Et si l'anticorps est positif, ça veut dire que la personne est protégée. Les personnes qui portent l'antigène HBS, donc, peuvent transmettre le virus à condition que la charge virale soit élevée, à condition que le virus soit actif. C'est en fonction des résultats que le patient est mis sous traitement, surtout si la charge virale est élevée. Professeur Ganda Soumaré. L'indication du traitement se pose exclusivement si le virus est en réplication. Le traitement qui est utilisé actuellement dans l'hépatite virale, c'est les analogues nucléotidiques ou nucléosidiques. Donc il y a plusieurs molécules qui permettent de bloquer la réplication du virus, la production du virus ou la multiplication du virus et d'obtenir une charge virale négative. Dans moins de 10% des cas, après un traitement long, on arrive à éliminer, mais c'est très 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 rare. C'est pour cela, très souvent on dit c'est un traitement à vie. Le traitement de l'hépatite C actuellement est disponible et on obtient une guérison totale en 3 mois. Si l'hépatite n'est pas traitée, au fil du temps, le foie sera endommagé et perdra totalement sa fonctionnalité. Aujourd'hui, pour prévenir l'hépatite B,
Les personnes qui n'ont pas été en contact avec le virus peuvent se faire vacciner. Focus santé. À 9h passées de 29 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly. Tout de suite, la météo avec Soumaïla Sissé. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche. Une présentation de Moussa Papa Aïdara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.